Le 18-20 France Info, Julie-Marie Lecomte. Bonsoir Olivier Faure. Bonsoir Julie-Marie Lecomte. Vous êtes le premier secrétaire du Parti Socialiste. Vous défilez à Paris lundi pour le 1er mai. Bien sûr. Manif historique, espèrent les syndicats. Vous pariez sur combien de personnes ? Je ne parie pas. Ce que je demande simplement, ce que j'appelle les Français à faire, c'est où qu'ils se trouvent, puisque c'est un week-end prolongé, eh bien où qu'ils se trouvent, qu'ils rejoignent les cortèges et qu'ils fassent entendre leur voix et qu'ils fassent comprendre au président de la République que lui qui joue le pourrissement n'y parviendra pas. Nous sommes toutes et tous toujours mobilisés et je vois les enquêtes d'opinion qui se succèdent et qui font apparaître le fait que les manifestations sont toujours très soutenues et que les Français n'ont pas changé d'avis. Même mieux encore, ils sont plus nombreux chaque semaine à approuver la contestation de cette réforme. Pour vous, comment est-ce que le combat peut continuer ? D'abord, le 1er mai est un moment important. Moi, je rappelle que lors du vote du CPE, le contrat première embauche par Jacques Chirac et Dominique de Villepin, le président avait promulgué après un avis du Conseil constitutionnel qui était favorable et qu'il avait fini par renoncer, constatant la mobilisation et le fait que le pays était bloqué et que quelque chose était absolument impossible à faire passer. Ça, vous y croyez toujours ? Gouverner contre son peuple. Ça, vous y croyez toujours, alors qu'Emmanuel Macron, lui, essaye de prouver tous les jours qu'il avance ? C'est ce qu'il essaye de prouver, comme vous le dites. Il essaye de prouver chaque jour, mais chaque jour, il se heurte à la contestation parce que partout où il se rend, il y a des gens que non, ça ne passe pas et qu'on ne peut pas gouverner durablement contre son propre peuple. Et quand on a 9 actifs sur 10 qui sont opposés à une réforme, on doit en tenir compte, c'est une évidence. Il n'a pas été élu pour ça, il a été élu et moi je fais partie des gens qui ont voté pour lui au second tour et qui l'ont fait non pas par adhésion à son projet, mais simplement parce que je ne voulais pas que nous connaissions le pire. Ça ne lui donne aucun mandat à cette réforme et l'évidence c'est qu'il n'a de majorité ni dans le pays, ni à l'Assemblée, ni nulle part. Et donc, s'il n'en est pas convaincu lui-même, qu'il organise un référendum. Et d'ailleurs, le 3 mai prochain, le Conseil constitutionnel donnera un nouvel avis sur une proposition de référendum d'initiative partagée que nous avons déposée. Et j'espère qu'il sera conclusif et qu'il permettra d'aller chercher les 4,7 millions de signatures qui permettront ensuite d'obtenir un référendum. Bon, vous dites que la contestation va continuer de poursuivre l'exécutif. La préfecture de police interdit ce soir le rassemblement des syndicats qui était prévu demain près du Stade de France. Parmi les motifs invoqués, il y a le risque d'affrontement entre militants anti-réforme des retraites et supporters. Des ultras, dit la préfecture, pourraient s'en prendre aux syndicalistes. Vous en pensez quoi ? J'en pense tout simplement que je vois qu'on met les moyens de l'État au service du déni présidentiel et qu'on a aujourd'hui un préfet de police qui se transforme en prince Grigory Alexandrovitch Potemkin. Je ne sais pas si vous vous souvenez de lui parce que c'est assez vieux. 1787. Et voilà, le village Potemkin. Et donc, ce prince qui avait décidé de faire construire des bâtiments et des villages entiers en carton-pâte pour permettre à l'impératrice Catherine II de Russie de visiter la Crimée en toute quiétude et en ayant le sentiment que la pauvreté avait disparu. Eh bien, le problème aujourd'hui, c'est qu'on a les services de l'État qui sont là pour organiser au fur et à mesure un monde parallèle pour le président de la République, pour qu'il puisse se déplacer, pour qu'il puisse aller au match, en ayant le sentiment qu'il est adulé par son propre peuple. Mais la réalité, c'est pas parce qu'on casse le thermomètre qu'on fait baisser la température. Et malheureusement pour le président de la République, et fort heureusement pour la démocratie, eh bien, les Français trouvent toujours des moyens de s'exprimer. Et ça a été les casseroles, ce sera les sifflets, ce sera les cartons rouges. On trouvera toujours un moyen d'exprimer ce dont on a besoin, ce qu'on a besoin de dire. Et évidemment, moi, je préférais de loin, plutôt que les casseroles, plutôt que les sifflets, je préférais un référendum parce que ce serait le meilleur moyen d'en finir et de trouver un débouché démocratique à une crise qui n'est plus seulement sociale, mais qui est devenue aussi une crise démocratique. Vous n'allez pas au stade demain ? Non, je n'ai pas cette chance. Si je vous demande ça, c'est parce que votre collègue Éric Coquerel, donc député insoumis de Seine-Saint-Denis, lui a dit qu'il allait brandir un carton rouge. Vous auriez fait pareil ? Oui, c'est sa circonscription. Donc lui, il est invité permanent, il a cette chance. Moi, je ne suis pas invité au match de foot. Mais brandir un carton rouge, c'est ce que vous auriez fait si vous aviez pu aller au stade ?
Mais oui, je vois pas pourquoi. C'est un acte parfaitement pacifique qui permet de manifester, et fort heureusement, dans une grande démocratie, on a encore le droit de manifester son désaccord. Et je trouve incroyable le fait qu'aujourd'hui, on cherche par tout moyen à interdire la manifestation d'hostilité parce que on voudrait ne pas déranger le président. Eh bien, le président a dérangé les millions de salariés français. Il leur a collé 2 années de plus de travail. Eh bien, il n'est pas anormal que les Français, en retour, lui disent qu'ils n'en veulent pas et qu'ils le fassent par tout moyen. Bon, la semaine prochaine, c'est pas seulement la fête du travail, c'est aussi l'anniversaire de la NUP, cette alliance inédite que vous aviez passée avec les Insoumis, les communistes et les écologistes l'année dernière pour les législatives. Vous allez fêter ça comment ? Très simplement, nous sommes d'abord au service des Françaises et des Français, donc nous allons chercher à voir comment continuer, comment prolonger, parce que la division conduit inévitablement à l'échec, et on le voit aujourd'hui. Si l'alternative ne vient pas de la gauche, elle viendra de l'extrême droite. Et donc nous avons une responsabilité incroyable, et donc nous devons continuer, même si ça n'est pas tous les jours simple. Comme vous le savez, selon la formule consacrée, l'union, c'est un combat. Et donc nous n'avons pas toujours convergé sur tous les sujets. Il y a des sujets plus durs que d'autres. Et puis, malgré tout, il faut avancer, chercher à faire en sorte que dans 4 ans, le débouché politique à cette colère qui est née aujourd'hui, qui est née non sellement de la réforme des retraites, mais aussi de la réforme de l'assurance chômage, bientôt de la réforme du RSA, et puis aussi cette inflation qui galope et pour laquelle le gouvernement ne met pas les bouchées doubles. Eh bien, il y a là largement matière à ce que la gauche reprenne pied et donne concrètement, ça va se matérialiser comment ? Concrètement, ça va se matérialiser comment ? Jean-Luc Mélenchon a évoqué une réunion au sommet la semaine prochaine. Mais je sais pas, je crois pas qu'il y ait de réunions au sommet. Il y a des réunions chaque semaine, et ça fait plusieurs semaines déjà que nous évoquons ce qu'on a appelé l'acte 2, qui est simplement la prolongation de cette aventure inédite, et qui suppose de se caler en permanence et d'accepter l'idée qu'il n'y a pas de force dominante, hégémonique, et qu'il y a besoin les uns et les autres de se parler en permanence pour cheminer ensemble. C'est toujours le plus compliqué, mais moi ce que je plaide, c'est que nous puissions ensemble nouer pour 2027 un accord de coalition, c'est-à-dire un accord sur 5 ans qui permet de dire ce que nous ferions si nous étions au gouvernement pendant 5 ans. Ce qui ne solde pas tous les désaccords, il y en aura d'autres qui subsisteront. Notamment pour les européennes en 2024, liste commune, pas de liste commune. Il y a évidemment des difficultés particulières sur la question européenne, qui est la question qui divise la gauche depuis au moins le référendum sur le traité constitutionnel européen. Mais ce n'est pas le seul sujet. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels nous avons besoin de nous accorder. Et nous avons aussi besoin de réactualiser ce que nous avons signé ensemble, tout simplement parce que nous avons réussi un score qui était un score méritoire, 151 députés à l'Assemblée contre moins de la moitié auparavant. Nous avons permis d'avoir un débat sur les retraites qui n'aurait jamais eu lieu s'il n'y avait pas eu la NUPES à l'Assemblée. Mais maintenant, il faut faire mieux et donc aller plus loin, trouver le projet qui permet de nous lier ensemble pendant 5 ans, pas lier simplement des partis, mais lier des citoyens, lier des organisations qui sont non gouvernementales, les syndicats, etc., et faire en sorte que cette grande nébuleuse qui s'exprime dans ces manifestations en ce moment et qui va très au-delà de la question des retraites, mais qui parle de l'action du travail, du rapport à la vie, eh bien, puisse trouver un débouché et puisse enfin permettre un autre monde possible. Merci Olivier Faure d'avoir été l'invité du 18-20 politique. Et c'était avec vous, Julie-Marie Lecomte.